Bonjour, alors aujourd'hui on va voir ce que je pense être une des plus jolies applications du dual en algèbre linéaire dans le cadre de l'agrégation, et donc qui peut faire, qui peut devenir un joli développement, hein, qui arrive à la décomposition de Frobenius, ne serait-ce que la décomposition, l'existence de la décomposition, l'unicité n'a rien à voir là-dedans. Donc juste existence de la décomposition, je trouve que ça fait un joli développement, et qui peut se placer dans la dualité, parce que la dualité a un rôle prépondérant dedans. De la même manière que les caractères, l'étude des caractères des groupes abéliens finis jouent un rôle très important dans la démonstration du théorème de structure des groupes abéliens finis. Voilà, alors vous pouvez trouver ça dans le chapitre 3 de Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie avec Jérôme Germoni. Alors allons-y, on part de E, un espace vectoriel de dimension n sur k, x dans E, et U, un endomorphisme de E. D'abord, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une décomposition, jolie décomposition, avec unicité si c'est possible, de E en sous-espace U stable, assez pratique, en quelque sorte. Et pour cela, si on veut une décomposition sous-espace U stable, il faut déjà trouver un sous-espace U stable. Alors des sous-espaces U stables, c'est assez facile à trouver. Il suffit de prendre X, un élément de E quelconque, et de regarder tous les itérés de U sur X, tant que ça fait une partie libre. Et puis après, quand ça devient une partie liée, bah, on engendre un sous-espace ici U stable. Bon. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ce sous-espace U stable va posséder un supplémentaire U stable, puisque je veux décomposer E en sous-espace U stable. Bon, donc il faut un supplémentaire U stable. Alors là, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Le problème est beaucoup plus difficile. Et la solution, disons que c'est une condition suffisante, qui n'est pas nécessaire, hein, mais en tout cas suffisante, c'est que X va posséder ce qu'on appelle un polynôme minimal local, et si ce polynôme minimal local est égal à mu U, alors l'espace dont je viens de parler, qui est U stable, possède un supplémentaire U stable. Alors, revenons dès le début. On va appeler EUX l'application qui va de k de x dans E, qui a un polynôme P associe P évalué en U, donc qui va donner un endomorphisme, évalué en X, qui va donner bien un élément de E. Et ça, c'est évidemment une application linéaire. Donc, je peux en chercher le noyau. Et malgré le fait que c'est une application linéaire qui ne sera pas plus qu'une application linéaire, parce que E est un espace vectoriel, ce n'est pas un anneau, ce n'est pas une K-algèbre, malgré les apparences, ce noyau, c'est un idéal de K de X. Alors ça, c'est pas difficile à voir. D'abord, qui contient 0, donc il est non vide. Ensuite, il est stable par l'addition, puisque ça, c'est quand même une application linéaire. Maintenant, il n'est pas tout à fait clair que ce soit stable, que le noyau soit stable par la multiplication par un élément de K de X. Donc si P est dans K de X et si Q est dans le noyau, je regarde PQ de U de X. On sait que PQ de U, c'est P de U rond Q de U. Donc ça va faire P de U de Q de U de X. Et Q de U de X, comme Q est dans le noyau, eh ben ça fait 0. D'accord ? Voilà, par définition du noyau. Et P de U de 0, ben ça fait 0 aussi. Donc, contre toute attente, hein, le noyau de EUX, qui est donc l'évaluation en U puis en X, est un idéal, donc, bon, évidemment, un idéal non nul, hein, parce qu'ici on est en dimension finie, et là on n'est pas en dimension finie, donc forcément on ne peut pas s'injecter, le K de X ne peut pas s'injecter dans E. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va exister un unique
générateur unitaire qu'on va appeler mu ux et qui va diviser tous les polynômes P du noyau, c'est-à-dire tous les polynômes P qui vérifient que P de U de X égale 0. En particulier, il y a un célèbre polynôme qui vérifie P de U de X égale 0, c'est le polynôme minimal, puisque, que j'appelle mu U, puisque mu U de U, ça fait 0, puisque c'est le polynôme minimal, il est quand même annulateur, donc 0 de X, ça fait 0. Donc ce qui veut dire, en particulier, que mu U X divise mu U. Voilà. Alors maintenant, je vous parlais de polynôme minimal et de polynôme minimal local. Ce que je dis, c'est que on va supposer que X est tel que on ait égalité. Étant donné qu'ils le divisent, l'égalité, et qu'ils sont tous les deux unitaires, l'égalité est atteinte si et seulement si le degré de mu ux est égal au degré de mu u. On va appeler D ce degré. Voilà. Alors, vous pourrez voir dans Nouvelles histoires hédonistes comment on montre qu'un tel X existe. Comme je veux surtout insister sur la dualité, je ne vais pas regarder cette partie-là. Il existe un X tel que mu ux est égal à mu u, effectivement, parce que avec le lemme des noyaux, on peut se ramener à des sous-espaces caractéristiques, en quelque sorte, et sur ces sous-espaces caractéristiques, les polynômes minimaux, les diviseurs des polynômes minimaux sont totalement ordonnés. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Mais je ne veux pas aller plus loin sur la chose parce que ça nous éloignerait des problèmes de la dualité sur lesquels je veux insister aujourd'hui. Voilà. Alors, allons-y. Bon, proposition. Donc, on fait la supposition que D est égal au degré de mu ux, ce qui revient à dire que le polynôme minimal local est égal au polynôme minimal. Bon. Alors, on va avoir x, u de x, jusqu'à u d-1 de x, forcément libre. Ah oui, libre, parce que si vous avez une combinaison linéaire de ces vecteurs qui s'annulent, ça revient à dire que vous avez un polynôme de degré inférieur ou égal à d-1 qui annule u en x, d'accord, qui va vérifier que le polynôme p va vérifier que ça va être égal à 0. Et du coup, le polynôme p est divisible par mu x, et comme il est degré d, mu ux, forcément le polynôme est nul. Voilà. Ce qui fait que la combinaison linéaire est nulle, et on a une famille libre. Donc, du coup, on va regarder f qui est engendré par cette famille. Donc ça va devenir une base de f, puisque c'est libre et générateur. Eh bien, j'affirme que c'est U stable et qu'il possède un sous-espace supplémentaire U stable. Voilà, ça c'est important. Alors, le fait qu'il soit U stable, donc on va partir sur la preuve. Bon. Alors, pour l'instant, le fait qu'il soit U stable est assez clair. Il suffit de montrer que chaque élément de la base, son image par U, reste combinaison linéaire de la base, donc reste dans F. Bon. Alors, x, oui, son image c'est U de x, U de x, oui, son image c'est U de x, et on va jusqu'à U d-2 de x, dont l'image est U d-1 de x. Très bien. U d-1 de x, maintenant. Quelle est son image? C'est là où les choses basculent. C'est-à-dire que son image, c'est U d de x, qui n'est pas dans la base. Mais U d de x, étant donné que le polynôme minimal de ux est de degré d, il est unitaire de degré d, et ça se dit en disant que ud de x peut s'écrire en fonction des autres. D'accord? Vous voyez là le polynôme minimal, c'est xd plus ad-1, xd-1, etc., plus a0. Donc vous avez cette égalité, ce qui fait que ud de x s'écrit en fonction des précédents, des éléments de la base. Donc, moralité, l'image par U de chaque élément de la base reste dans F, donc F est U stable. Bon. Donc ça, c'est quand même la partie assez facile. Bon, maintenant, je vais vous montrer que F possède un sous-espace supplémentaire U stable. Et je vais surtout essayer d'expliquer, dans un premier temps, pourquoi on fait appel
à la dualité. Pourquoi il est naturel de faire appel à la dualité? La dualité, ça veut dire, on va aller trafiquer on va regarder les orthogonaux dans le dual, on va regarder la transposée de U, donc qui va être un endomorphisme du dual, et on va essayer de regarder, donc évidemment, des formes linéaires. Voilà. C'est ça l'histoire. Alors pourquoi? Regardez là où on en est. On a un sous-espace F, d'accord? Et on va avoir une base de ce sous-espace F. C'est une partie libre que je peux compléter en une base que je vais appeler B. Et pour l'instant, la matrice de U dans B, où est-ce qu'on en est? On en est à... Elle a une tête comme ça. Ici, X va vers U de X va vers U de X, donc c'est cette sous-diagonale de 1, et puis U des moins 1 de X, ça va être cette formule-là, et on va voir cette colonne. Donc ça reste, donc tout ce qui part de F reste dans F, donc on a ici des zéros, et donc la stabilité de F se voit ici avec le 0 ici. Mais, bon, ici c'est quartier libre, on ne sait pas ce qui se passe, on a une inconnue, on a étoile et étoile. Et quel est le problème? En fait, le problème, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est qu'on veut un sous-espace supplémentaire stable. C'est-à-dire que là, on voudrait, d'accord, 0. D'accord? C'est ça qu'on aimerait avoir, c'est 0. Ben oui, mais là, ça devient naturel de parler de la dualité. Regardez, dans la base duale, vous allez travailler dans la base duale, et regardez la matrice de U transposée. La matrice de U transposée, ici, on va transposer ça, donc les 1 vont se retrouver en haut, comme ça. Le étoile va passer ici, le 0 va passer ici, ce étoile, bon, ça va être un étoile, bon, c'est des étoiles transposées, évidemment. Oui, mais ce qu'on veut, si on veut un 0 là, ça veut dire qu'on veut un 0 là. D'accord? Donc, on veut un sous-espace, ici, stable, d'accord, avec, à l'envers, en quelque sorte, en partant de là, une forme linéaire qui va ressembler qui va être, en quelque sorte, un correspondant de x, qui va ressembler à x, et qui va être obtenu à partir d'un itéré de phi, donc une certaine forme linéaire phi. Donc ici, on va avoir une base dans E étoile, et ici, on va avoir un phi, et les itérés pour U transposé de phi vont constituer une certaine base d'un sous-espace dont on voudrait qu'il soit stable. Donc, on va essayer de faire la même chose ici, avec phi à la place de x, phi dans E étoile. Quel phi maintenant? Ça, c'est le mystère. Et on va itérer par U transposé. Voilà l'idée pour essayer d'obtenir encore une fois un sous-espace ici stable. Mais pour U transposé. Voilà. Alors donc, le programme, il est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, allons-y gaiement dans la dualité. On a donc cette famille libre, F qui est engendrée par cette famille libre. Je vous rappelle que si P de U égale 0, P de U transposé, le même polynôme, mais appliqué à l'endomorphisme U transposé de E étoile, c'est la transposée de P de U. Oui, il suffit de le voir pour des puissances de U. On a une propriété principale qui dit que U rond V transposé, ça fait V transposé rond U transposé. Donc, U rond U transposé, ça fait U transposé rond U transposé, donc U transposé carré. Donc, ce qui fait que P de U transposé, c'est transposé de P de U. Je vous laisse vérifier ces choses faciles. Et donc, la transposée de P de U qui est nulle, la transposée de l'endomorphisme nul, c'est l'endomorphisme nul aussi, mais de E étoile. Bon. Donc,
Annuler U pour un polynôme, ça revient à annuler transposé de U, inversement. Hein. Et donc, ce qui fait que le polynôme minimal de U transposé, c'est égal au polynôme minimal de U. Donc, en particulier, ils ont le même degré. Bon, alors maintenant, il faut que je trouve ce phi particulier qui est le correspondant un petit peu de X, hein, qui va, dont les itérés hein, par U transposé vont engendrer un sous-espace stable, mais qui a la bonne dimension, c'est-à-dire la dimension D, qui est le degré de mu U transposé. Alors voilà ce phi. On peut le deviner en regardant la matrice que j'avais dessinée tout à l'heure. On va prendre phi tel que phi de U d-1 de x égale 1 et phi de UK de x égale 0 pour tous les autres. Donc là-dessus, phi va être égal à 1, d'accord, et il est nul pour les autres. Je vous rappelle le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, c'est que quand vous avez une partie libre, vous pouvez, il existe, mais pas forcément unique, hein, mais il existe une application linéaire qui envoie cette partie libre sur ce que vous voulez dans l'image. Donc là, étant donné que j'ai une partie libre ici, je peux envoyer ce que je veux, et là j'envoie sur 1 et sur 0, tant qu'on reste dans le corps, pour avoir des formes linéaires. Bon, très bien. Et là maintenant, c'est là la chose probablement la plus importante, c'est que cette famille-là est libre. Donc ce qui va être important, c'est qu'elle est libre de cardinal D. Bon. Alors, montrons que c'est libre. Eh bien, on écrit une combinaison linéaire, évidemment, nulle. Et puis, étant donné que ce sont des formes linéaires, on est dans E étoile, on va évaluer en un élément. Évidemment, oui, c'est pas la peine d'avoir énormément d'imagination, il suffit de l'évaluer en X. Donc j'évalue en X, mais tous les premiers termes sont nuls, par définition. Hein. Il reste que le dernier terme, où ici ça fait 1. Donc ça fait alpha d-1 égale 0. Maintenant, ça veut dire qu'ici, j'ai un terme en moins, et je peux décaler en appliquant U transposé à mon égalité. D'accord? Ce qui fait que je vais avoir alpha 0 U transposé de phi, plus alpha 1 U transposé carré de phi, et ici, je vais avoir un décalage, hein, alpha d-2 U transposé de puissance d-1 hein, de phi à cause du décalage. Bon, égale 0 toujours, bien sûr. Et là maintenant, en évaluant en x, pareil, on va avoir des 0 partout ici et 1 ici, et ça va me donner alpha d-2 égale 0, et on continue par une récurrence descendante, ce qui va faire que tous les alpha i vont être nuls, et la famille va être libre. Donc maintenant, on est exactement dans la situation dans laquelle on se trouvait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une famille libre, d'accord, obtenue par des itérés d'un endomorphisme, et le cardinal de cette famille est égal au degré du polynôme minimal de la famille. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même situation, mais à la place de phi, il y avait x, à la place de u transposé, il y avait u, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça engendre un sous-espace stable par l'endomorphisme. Donc, globalement, on a vu, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, comme le degré du polynôme minimal de U transposé est égal à D, eh bien, G, le sous-espace G, qui est un sous-espace de E étoile, qui est donné par les itérés ici de U transposé, et jusqu'au dième, eh bien, va être un sous-espace U transposé stable de E étoile. Voilà. Alors, le fait qu'il soit U transposé stable va impliquer que son orthogonale, alors lui, l'orthogonale, c'est l'orthogonale qui est dans E, hein, c'est l'ensemble des Y de E, tel que psi de Y égale 0, quel que soit psi dans G, certains l'appellent l'anté-orthogonale, mais bon, c'est l'orthogonale, eh bien, j'affirme que à partir du moment où G est U transposé stable, G orthogonale est U stable. Bon, ça, c'est tout droit, c'est une évidence.
Si Y est dans G orthogonal, je veux montrer que U de Y est dans G orthogonal, c'est-à-dire je veux montrer que psi de U de Y égale 0, mais c'est évident, parce que psi de U de Y, c'est U transposé de psi de Y, par définition de la transposée de U, et comme G est U transposé stable, ça c'est encore dans G, et donc ça annule Y, puisque Y est dans G orthogonal. Voilà, donc ça fait 0. Bon, voilà, donc ça c'est un truc assez classique, hein. Donc G orthogonal et U stable, et maintenant il n'y a plus qu'à démontrer que c'est le bon candidat pour être un supplémentaire U stable de F, et c'est ça qu'on voulait. Bon. Alors pourquoi? Eh bien, d'abord, quelle est sa dimension à G orthogonal? La dimension de G orthogonal, si n est la dimension de E, comme G est de dimension D, la dimension de G orthogonal est n-d. Et comme F est de dimension D aussi, eh bien, il suffit de démontrer que l'intersection est nulle, voilà, ce qui ne va pas être difficile. Donc ici, vous avez Y, on va prendre Y dans l'intersection, ça veut dire qu'il s'écrit en fonction de la base qu'on a ici, de F, voilà, et qu'en plus, Y est dans G orthogonal. Donc, comme il est dans G orthogonal, il va être annulé par toutes ces formes linéaires. Je vais commencer par phi, et je dis que 0 est égal à phi de Y. Mais phi de Y, quand vous développez ici phi de Y, par définition, tout est nul, hein, par construction, sauf le dernier. Et donc ça va faire que phi de Y est égal exactement à alpha d-1. Donc alpha d-1, encore une fois, il est égal à 0. Maintenant, pareil, on fait une récurrence descendante. Hein, vous voyez que ça veut dire que Y, il s'écrit comme ceci, mais il n'y a plus le dernier terme. D'accord? Et maintenant, je vais dire que Y, comme il est dans G orthogonal, il est annulé par le deuxième vecteur de la base. Donc 0 est égal à U transposé de phi de Y, mais ça c'est phi de U de Y. Et phi de U de Y, donc calculer U de Y, vous allez avoir un décalage comme on avait tout à l'heure, et quand on va faire phi, il va rester de survivant que alpha d-2. Donc on va avoir alpha d-2 égale 0, et par récurrence descendante, on va avoir tous les alpha i égaux à 0, ce qui va faire que Y est nul, on va bien avoir ça, et maintenant E, il se décompose en F plus G orthogonal. Ça c'est U stable, ça c'est U stable, et c'est comme ça que par récurrence, à condition bien sûr qu'on admette ce qu'on n'a pas démontré, que pour tout endomorphisme, il existe un X de E qui réalise par son polynôme minimal local le polynôme minimal global, hein, de l'endomorphisme, bon, à condition qu'on ait ça, mais ça c'est facile, vous pouvez le voir dans Nouvelles histoires hédonistes de compléx géométrie, on a démontré, on peut faire ensuite une récurrence et avoir justement, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait un bloc compagnon, d'accord? Eh bien, on va pouvoir faire une récurrence et obtenir uniquement des blocs compagnons. Donc, moralité, vous prenez un endomorphisme U, il va pouvoir s'écrire matriciellement dans une certaine base, comme diagonale par bloc, mais blocs de matrice compagnon. Ensuite, si vous voulez l'unicité de ces blocs compagnons, il faut une relation de divisibilité entre les polynômes qui gèrent ces blocs compagnons. Voilà, c'est terminé. C'est une très belle histoire de la dualité qui peut faire de jolis développements. C'est assez rare les développements réellement passionnants dans la dualité. La dualité est passionnante, mais c'est la théorie, pas vraiment les développements. Mais là, ça fait quelque chose de copieux et intriguant, tout ce qu'on aime en maths. C'est très joli, et on va s'arrêter.